Bonsoir tout le monde. Alors, cet été, j'ai interviewé une agricultrice normande qui élève des vaches normandes et elle m'a dit la race de vache normande sera bientôt plus adaptée à la Normandie. Alors moi qui suis normand, qui ai grandi au milieu des vaches et puis du bocage, c'était un choc pour moi. Alors je vais être honnête avec vous, je connais pas grand chose au cheval, mais venant de Normandie où j'ai étudié les vaches, etc., j'ai quand même grandi aussi au milieu d'un autre quadrupède herbivore qui vit en troupeau et qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. Alors je vais aussi vous parler du réchauffement climatique puisque dans mon dernier documentaire, je traite de ce qui va influencer la culture normande à travers le réchauffement climatique. Est-ce que le Mont-Saint-Michel sera toujours le Mont-Saint-Michel? Est-ce qu'on aura toujours du camembert? Alors évidemment, je traite beaucoup d'élevage. Alors s'il y a des climato-sceptiques parmi vous, et vous avez tout à fait le droit de l'être, sachez que chez les scientifiques, il n'y a plus que 2% de climato-sceptiques. Il y a un consensus, comme très rarement il y en a dans ce genre de phénomène très complexe chez les scientifiques, un consensus sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique qui va s'accentuer et qu'il est dû aux activités humaines. Alors si vous êtes dans un haras, vous avez des concurrents autour de vous qui sont climato-sceptiques, je vous en supplie, ne leur dites rien. Dites-leur oui, vous avez raison. Parce que dans un milieu concurrentiel comme ça, ce sont les gens les plus adaptés, les gens qui prévoient le mieux, qui s'en sortent le mieux. Donc si vous voulez gagner face à vos concurrents, faites-leur croire que le réchauffement climatique, c'est du flan. Alors on va prendre les influences du réchauffement climatique sur les différentes phases de la vie du cheval. On va commencer par le lait. Alors pourquoi est-ce que le réchauffement climatique, ça influencerait quelque chose sur le lait? C'est assez simple. Lorsque la jument allaite, s'il y a une canicule, un pic de chaleur, ce qui va arriver de plus en plus fréquemment, la production de lait chute. Et du coup, ça devient très difficile, même à la fin de l'épisode de chaleur, de retrouver une productivité. Et ça peut être très problématique pour le poulain, parce que peut-être on va devoir le sevrer plus tôt que prévu, ou lui le nourrir avec du lait autre que celui de sa mère. Donc ça, c'est un phénomène qui risque d'arriver de plus en plus souvent. Sauf si, comme on le verra plus tard, on s'adapte. Mais ça, on en parlera plus tard. La deuxième chose, c'est, si on continue dans la phase de vie du cheval, c'est la nourriture. Alors, le fourrage. En Normandie, qui est quand même une région pluvieuse, on a déjà des épisodes qui empêchent l'herbe de pousser. C'est-à-dire que en dessous de 11 degrés, l'herbe ne pousse plus. Au-dessus de 25, elle ne pousse plus non plus. Donc l'été, si on a trop de phases au-dessus de 25, l'herbe ne pousse plus. Pour vous donner un exemple très concret, moi quand j'étais petit, quand on partait en vacances, si on partait 2 semaines, mon père, il tondait la pelouse juste avant de partir. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, 15 jours après, en rentrant, la pelouse, ça serait la jungle. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté si vous habitez aussi dans le nord de la France, on peut être 1 mois, voire 2 mois sans avoir besoin de tondre. Alors pour mon père, c'est cool. Mais pour la production des prairies, là, ça devient un problème. Alors on peut s'adapter avec ça. Par exemple, il y a des plantes. Par exemple, je pense à une plante, une graminée qui s'appelle Moha, M-O-H-A, qui continue à pousser quand il fait un peu chaud. Du coup, ça permet aux prairies d'avoir encore du rendement et de pouvoir produire du fourrage. Il y a différents cocktails aussi, différentes associations. Il y a 2 idées possibles. Soit on laisse la prairie totalement naturelle, et les plantes qui ne sont plus adaptées, elles pousseront plus, et puis il y aura des plantes plus au sud qui viendront plus au nord, mais ça risque de prendre un certain temps. Soit on ajoute ces plantes, ces différents cocktails, il y a des trèfles aussi, on parle de métailles aussi par exemple, qui permettent à la prairie de continuer à produire. Donc le lait, le fourrage, et on peut parler maintenant des maladies. Il y avait un forestier des Vosges qui me disait que les sapins étaient en train de mourir dans les Vosges, pas directement à cause du réchauffement climatique et du stress hydrique, parce qu'il pleut moins, mais parce que quand l'arbre est occupé est stressé par le fait qu'il a moins d'eau, etc., il a moins de force, moins d'énergie, son organisme est moins rentable pour lutter contre les petites maladies. Alors c'est pareil pour les chevaux, il y avait peut-être des petites maladies, des petits microbes contre lesquels il luttait très efficacement, on ne s'en rendait même pas compte, mais comme son organisme est accaparé par autre chose, il a plus de mal à se débarrasser de certaines maladies.
Et je ne veux pas rentrer dans des détails que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais on va avoir l'arrivée de maladies, de microbes, de micro-organismes qui viennent du sud et qui peut-être n'avaient jamais rencontré de chevaux avant. Et ça aussi, c'est un facteur un peu inquiétant. Alors, je ne suis pas au point non plus, je le répète, sur les chevaux, sur la génétique par exemple, mais ce que je sais chez les vaches, c'est qu'on a sélectionné la Primostein, la vache Primostein, pour faire du lait. Tes doigts fait du lait, c'est tout ce qu'on te demande, du lait. Et la vache normande, elle a été sélectionnée depuis des siècles pour être adaptée au terroir normand, pour faire du lait et de la viande. Donc elle a un éventail, une variabilité, une biodiversité génétique plus large que la Primostein. Et on imagine aisément qu'il y en a une qui va plus facilement s'adapter au réchauffement climatique. Et j'imagine sincèrement que ça va être la même chose avec les chevaux. Alors par contre, il y a moyen de s'en sortir quand même. Je suis en train de vous faire peur, mais il y a quand même plein de solutions possibles. On va parler par exemple de l'isolation des bâtiments, pour pas qu'il fasse trop chaud. Il y a une de mes collègues tout à l'heure qui vous parlera de l'isolation par l'herbe qu'on met, comment on appelle ça? Ça va me revenir. Quand on met de la verdure sur les toits. La végétalisation, c'est ça. Ça permet de rafraîchir en dessous, puisque les calories sont absorbées, mais ça rafraîchit aussi plus largement. Et puis, mais alors évidemment, ça, on ne peut pas le mettre sur les toits de tous les bâtiments. Il faut que la structure soit adaptée. Et puis, il y a autre chose, il y a les panneaux solaires. On transforme cette chaleur, on l'absorbe, et cette énergie, l'énergie solaire, en énergie électrique. Donc ça vaut le coup aussi. C'est rentable, selon les régions, à 4-5 ans pour le nord de la France, et 4-5 ans pour le nord de la France. Pour le milieu de la France, un peu plus de 5 quand on est au nord, et moins quand on est au sud. Ça vaut le coup. Mais tout ça, ça coûte cher. Alors il y a autre chose qui est jouable. Ça va vous paraître tout bête, vous dire mais c'est n'importe quoi. Les villes d'Afrique du Nord, elles sont peintes en blanche. Le réchauffement climatique, je ne rentre pas dans les détails non plus, c'est une question de longueur d'onde. Donc si on peint les bâtiments en blanc, on renvoie la chaleur. Et il y a même une entreprise bretonne qui a compris ça en voyant que le goudron qui était au sol, il fondait au soleil. Elle s'est dit, mais le goudron qu'on met sur les toits des entreprises, vous savez, dans les zones industrielles, des supermarchés, c'est souvent il est goudronné, on met ça pour isoler. Et ça provoque des dégâts parce que du coup ça fait des fuites, etc. En hiver, quand il pleut, ça craint. Et du coup, ils ont eu l'idée de peindre plusieurs bâtiments. Ils sont spécialisés, c'est une vraie entreprise qui vit très bien. Ils peignent les toits des bâtiments en blanc. Et bien figurez-vous qu'il y a des supermarchés qui étaient tout fiers d'annoncer qu'ils avaient fait des grosses économies de climatisation parce qu'ils n'avaient plus aussi chaud sous les toits. Donc peut-être c'est quelque chose que vous pouvez essayer sur vos bâtiments. Tout simplement repeindre en blanc si c'est faisable. Et puis il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, un autre phénomène, c'est l'ombre et les arbres. Alors pour lutter contre le réchauffement climatique, les arbres c'est du bonheur en barre. Parce que la moitié de la masse sèche d'un arbre, c'est-à-dire un arbre en hiver, les racines, le tronc, les branches, on enlève les feuilles, la moitié de ça, c'est du carbone. Par exemple, un arbre, un chêne qui a 6 ans, qui serait au niveau du sol jusqu'à mon bras, c'est à peu près 6 ans, et ben ça correspond à la quantité de carbone qu'il y a dans le plein qu'on met dans une voiture. Alors ça, c'est pour le phénomène global. Pour le phénomène local, il faut avoir évidemment des arbres au milieu des prairies pour avoir de l'ombre pour les animaux, mais encore mieux, des haies. Parce que les haies, on va dire par exemple, je vais mettre un thermomètre au bord de la haie, à l'ombre, mais pas très loin de la partie ensoleillée. La température va être plus basse qu'en plein soleil, mais si je mets ce même thermomètre-là un peu plus bas, plus au milieu de la haie, moins en périphérie, la température va être encore plus basse. Et puis si on a une prairie, je mets le thermomètre au milieu de la prairie, en plein soleil. Si la prairie est bordée d'une haie, la température au milieu de la prairie sera plus basse que s'il n'y a pas de haie autour de la prairie. Alors oui, je sais, je prononce mal, et ça c'est l'accent normand, on doit dire « mais j'arrive pas à prononcer. Je vis en Suisse et du coup c'est ma femme qui me reprend à chaque fois. Donc la haie, c'est la haie. Je dis des bêtises parce que je suis égaré en fait. Et donc du coup voilà, il faut planter le plus d'arbres possible parce que on crée un microclimat au niveau du Hara par exemple, et puis globalement on sert la planète et ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ?
Je pense qu'au niveau social, il y a des choses qui vont plus trop bien passer. Par exemple, si on envoie les chevaux à l'autre bout du monde pour faire des courses, c'est l'avion, etc. Ça passe plus ça. Ça se sait pas encore trop. Hein. On n'imagine pas. La plupart des gens n'imaginent pas qu'on prend des chevaux d'Europe pour les emmener à l'autre bout du monde. Mais ça, quand ça sera connu, ça passera pas très bien. Et on parlait tout à l'heure, mon collègue parlait de la viande. Mais finalement, pour les chevaux, c'est la même chose, mais si on ne se sert plus des chevaux pour faire de la viande, le problème, c'est qu'on les nourrit et du coup, on a besoin de grands espaces, on coupe l'herbe, etc. Et le problème de la viande par rapport au réchauffement climatique, c'est qu'on empêche les écosystèmes d'atteindre leur seuil climax, c'est-à-dire le seuil où il y a la forêt. C'est le seuil où on absorbe le plus de carbone. Donc en fait, on peut dire que le réchauffement climatique lié à l'activité humaine, il a commencé à partir du moment où les hommes ont inventé l'agriculture et ont commencé à défricher. Donc c'est pour ça. Alors pour l'instant, je crois que les véganes, ils n'en veulent pas trop au cheval parce qu'on ne prend pas le cheval pour faire de la viande. Mais peut-être un jour, ils sauront que on nourrit aussi les chevaux et que du coup, à cause de ça, on n'a plus de forêt. Enfin, c'est pas que à cause des chevaux, je vous rassure. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment valables, sur lesquelles on peut vraiment agir, sachant qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi s'y préparer, parce que ça semble assez inévitable maintenant. Pour moi, je pense les haies, c'est primordial, et puis repeindre en blanc si c'est faisable pour envoyer les rayons lumineux. Je vous remercie de votre écoute. À plus.